Fouettant l'air de ses bras, trébuchant à chaque pas, le ventre cuit par la chaleur, le cerveau rissolé par le soleil, il arriva au sommet de la longue côte. Devant lui, la route tremblotait dans l'air surchauffé. Lui, autrefois Donald Merwin Elbert, et maintenant la poubelle à tout jamais. Lui qui découvrait la cité légendaire, Cibola. Depuis combien de temps marchait-il vers l'ouest? Combien de temps depuis que le Kid n'était plus là? Dieu le savait peut-être, pas la poubelle. Des jours et des jours, des nuits et des nuits. Oui, il s'en souvenait de ces nuits. Et il était là, debout, vacillant dans ses vêtements en lambeaux, contemplait Cibola étendue à ses pieds, la cité promise, la cité des rêves. La poubelle n'était plus qu'une épave. Le poignet qu'il s'était cassé, en sautant du haut de l'escalier boulonné contre le flanc du réservoir de la Cherry Oil, s'était mal remis. Et ce poignet était maintenant une grotesque bosse, enveloppée dans une bande crasseuse qui s'effilochait peu à peu. Les os des doigts s'étaient recroquevillés, transformant cette main en une griffe de Quasimodo. Son bras gauche, du coude à l'épaule, n'était qu'une masse de tissu brûlé qui se cicatrisait lentement. L'odeur fétide avait disparu, le pu aussi. Mais la chair, qui s'était reformée, était encore toute rose, sans un poil, comme la peau d'une poupée de 4 sous. La barbe rongeait son visage grimaçant, brûlé par le soleil, couvert de croûte, souvenir de la chute qu'il avait faite quand la roue avant de sa bicyclette avait décidé de continuer toute seule. Il portait une grosse chemise bleue, tachée de sueur, un pantalon de velours côtelé, maculé de taches. Son sac, neuf, encore il y avait pas si longtemps, avait maintenant pris l'allure générale de son propriétaire. Une bretelle s'était cassée, et la poubelle l'avait rafistolé de son mieux. Le sac pendait de travers sur son dos, comme les volets d'une maison hantée. Les chevilles nues de la poubelle, écorchées par le sable du désert qui s'infiltrait partout, sortaient de ses baskets, lacées avec des bouts de ficelle. Il regardait la ville, loin devant lui, tout en bas. Il leva les yeux vers le ciel de bronze, cruel, vers le soleil qui l'écrasait, l'enveloppait dans son haleine de four. Il se mit à hurler, un hurlement sauvage, triomphant, très semblable à celui que Susan Stern avait poussé lorsqu'elle avait fendu en deux le crâne de Roger Rabbit à coups de crosse. Il se lança alors dans une danse de victoire, frappant de ses pieds pesants le bitume brûlant de la Nationale 15, tandis que soufflait le vent du désert et que les montagnes bleues montraient leurs dents dans le lointain comme elles le faisaient depuis des millénaires. De l'autre côté de la route, une Lincoln Continental et une T-Bird étaient maintenant presque enterrées dans le sable, leurs occupants momifiés derrière leurs vitres. Devant, du côté où se trouvait la poubelle, une camionnette était renversée, totalement recouverte par le sable, à l'exception des roues qui dépassaient encore. Il dansait. Ses pieds nus dans les baskets trouées tambourinaient sur la route. Le bout déchiré de sa chemise flottait au vent, sa gourde cognait contre son sac. La bande effilochée qui lui enveloppait la main flottait dans la laine chaude du vent. Son bras brûlé, tout rose, brillait au soleil comme de la viande crue. Les veines de ses tempes saillaient comme des ressorts de montre. Il y avait une semaine maintenant qu'il marchait dans la poêle à frire du Seigneur, traversant l'Utah en direction du sud-ouest, puis le nord de l'Arizona, puis maintenant le Nevada. Et le soleil l'avait rendu fou allié. Dans sa danse, il chantait un chant monotone, les mêmes mots sans cesse répétés, sur un air qui avait été populaire du temps qu'il était à l'asile de Terre Haute, une chanson d'un groupe de noirs, Tower of Power, une chanson qui s'appelait Down to the Night Club. Mais les paroles étaient de son invention. Si bola, tam tam boum, si bola, tam tam boum. Chaque boum était suivi d'un petit saut, sans cesse répété, jusqu'à ce que la chaleur fasse basculer le ciel bleu, que tout devienne gris devant ses yeux, et qu'il s'effondre sur la route, à moitié évanoui, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine brûlée par le vent. À bout de force, l'écume aux lèvres, grimaçant, il rampa jusqu'à la camionnette renversée et s'abrita à l'ombre qu'elle jetait sur le sable, grelottant dans la chaleur, haletant. Si bola, tam tam boum. Avec sa griffe, qui avait été autrefois une main, il prit la gourde qu'il portait en bandoulière et la secoua. Elle était presque vide. Aucune importance, il boirait ce qui restait jusqu'à la dernière goutte, puis demeurerait là, allongé, jusqu'à ce que le soleil baisse, et il continuerait alors sa route jusqu'à Cibola, la cité légendaire. Ce soir, il boirait aux fontaines d'or de la ville, à ces fontaines toujours jaillissantes.
mais pas avant que le soleil ne baisse. Dieu était le chef des incendiaires. Il y avait longtemps, un jeune garçon du nom de Donald Merwin Elbert avait brûlé le chèque de pension de la vieille Sample. Ce même garçon avait mis le feu à l'église méthodiste de Pautanville, et s'il était resté quelque chose de Donald Merwin Elbert dans toutes ses flammes, ce reste avait sûrement brûlé dans le brasier des réservoirs d'essence de Gary, dans l'Indiana. Plus de 9 douzaines de réservoirs qui avaient sauté comme de gigantesques pétards. Juste à temps pour le 4 juillet, jour de la fête nationale. Joli, joli. Et dans le souffle de la déflagration, il n'était plus resté que la poubelle, le bras gauche fissuré comme de la boue séchée par le soleil, consumé dans le fond de son corps par un feu que rien n'éteindrait jamais. Du moins pas avant que son corps ne soit aussi noir que du charbon. Oh oui, ce soir, il allait boire l'eau de Cibola, et elle serait plus douce à ses lèvres que du vin. Il renversa la gourde, sa gorge s'ouvrit et se referma en avalant les dernières gouttes d'eau, chaudes comme de la pisse, qui gargouillèrent dans son ventre. Quand elle fut vide, il la jeta dans le désert. La sueur perlait sur son front comme des gouttes de rosée. Il était là, allongé par terre, frissonnant délicieusement, tenaillé par les crampes de son estomac. « Cibola, Cibola, j'arrive, j'arrive. Je vais faire ce que tu veux, je te donnerai ma vie. Tam tam boum. » Sa soif un peu apaisée, il sombra dans la torpeur. Il était presque endormi lorsqu'une idée fulgurante traversa son cerveau comme un stylet de glace. Et si Cibola n'était qu'un mirage? « Oh non, murmura-t-il. Non, oh non !» Mais l'idée refusait de s'en aller. Le stylet fouillait et fouillait encore, empêchait le sommeil de s'emparer de lui. Et s'il avait bu ce qu'il restait d'eau pour fêter un mirage? Dans sa confusion, il était conscient de sa folie et savait qu'un fou pouvait faire ce genre de choses. S'il s'agissait d'un mirage, il allait mourir là, dans le désert, et les vautours allaient lui picorer les entrailles. Finalement, incapable de supporter plus longtemps l'horreur de cette image, il se remit debout et s'avança en chancelant vers la route, chassant de toutes ses forces la nausée et la torpeur qui s'acharnaient à l'abattre. Au sommet de la colline, il lança un regard inquiet vers la longue plaine qui s'étendait à ses pieds, ponctuée çà et là de yucca et d'amarante. Sa gorge se serra, puis s'ouvrit pour laisser échapper un sourire, comme une manche qui se déchire sur un fil de fer barbelé. La ville était là. Cibola, ancienne ville légendaire, celle que tant d'autres avaient cherchée, Cibola, découverte par la poubelle. Tout en bas, très loin dans le désert, entouré de montagnes bleues, ses tours et ses avenues brillaient sous le soleil du désert. Il voyait des palmiers qui bougeaient, et de l'eau. « Oh, Cibola !» gémit-il. Et il revint s'asseoir à l'ombre de la camionnette. La ville était encore loin, il le savait. Ce soir, lorsque la torche du Seigneur n'embraserait plus le ciel, il allait marcher comme il ne l'avait jamais fait encore. Il irait jusqu'à Cibola, et dès qu'il arriverait là-bas, il plongerait tête baissée dans la première fontaine. Puis il le trouverait, lui, l'homme qui l'avait invité à venir ici, l'homme qui l'avait attiré à lui, à travers les plaines, les montagnes et le désert, 1 mois de route, malgré son bras atrocement brûlé. Celui qui est, l'homme noir, l'indomptable. Il attendait la poubelle à Cibola, et ses armées étaient celles de la nuit, cavaliers de la mort, qui allaient déferler vers l'est et se dresser à la face même du soleil levant. Ils allaient arriver, hurlant leur colère, puant la sueur et la poudre. Il y aurait des cris, mais la poubelle s'en foutait des cris. Il y aurait des viols et des humiliations, il s'en foutait tout autant. Il y aurait des meurtres, mais aucune importance. Il y aurait un grand incendie. Oh, ça il aimait, et beaucoup. Dans ses rêves, l'homme noir venait à lui, et très haut dans le ciel, étendait les bras pour lui montrer à lui, à la poubelle, un pays en flammes. Des villes qui sautaient comme des bombes, des champs qui disparaissaient dans la fumée des incendies, des fleuves d'essence en flammes à Chicago, à Pittsburgh, à Détroit, à Birmingham. Et l'homme noir lui avait dit une chose toute simple dans ses rêves, une chose qui l'avait fait courir. « Tu seras le grand maître de mon artillerie, tu es l'homme que je veux. » Il se tourna sur le côté. Le sable, soulevé par le vent, lui piquait les joues et les paupières. Il n'espérait plus. Oui, depuis le jour où sa bicyclette avait perdu une roue, il n'espérait plus. Dieu, le Dieu des shérifs qui tuait les pères, le Dieu de Carley Yates,
Dieu était donc plus fort que l'homme noir. Mais non, il n'avait pas perdu confiance, il avait poursuivi sa marche. Et enfin, quand il croyait bientôt brûler dans la solitude de ce désert, avant de jamais connaître Cibola où l'homme noir l'attendait, il avait découvert la ville, très loin, là-bas, la ville qui sommeillait sous le soleil. Cibola, murmura-t-il avant de s'endormir. Il avait rêvé pour la première fois à Gary un mois plus tôt, après s'être brûlé le bras. Il s'était endormi cette nuit-là, sûr de mourir bientôt. Personne ne pouvait survivre à une pareille brûlure. Une ritournelle trottait dans sa tête. Vivre par le feu, mourir par le feu. Vivre, mourir. Ses jambes l'avaient lâché dans un parc, en plein milieu d'une petite ville, et il était tombé, les bras en croix, comme une chose morte, la manche de sa chemise complètement carbonisée. La douleur était terrifiante, incroyable. Il n'avait jamais cru qu'une telle douleur puisse exister. Il courait joyeusement d'une rangée de réservoirs à l'autre, installant ses dispositifs de mise à feu, un tuyau d'acier et un mélange à base de paraffine qu'une languette d'acier séparait d'une petite quantité d'acide. Il enfonçait ses détonateurs dans la gorge des gros tuyaux qui s'ouvraient au sommet des réservoirs. Quand l'acide aurait rongé l'acier, la paraffine s'enflammerait et le réservoir sauterait. Il pensait avoir le temps d'arriver à la sortie ouest de Gary, près de l'échangeur, avant que les réservoirs ne sautent. Il voulait voir toute cette sale ville s'envoler dans une tempête de feu. Mais il avait mal calculé son coup. Le dernier détonateur était parti quand il ouvrait encore le trop-plein d'un réservoir avec une grosse clé. Un éclair d'un blanc aveuglant s'était précipité sur lui quand la paraffine en flamme avait jailli du tube et son bras gauche s'était couvert de feu. Pas ces petites flammes innocentes que peut faire de l'essence à briquet, ces petites flammes que l'on éteint en agitant le bras en l'air comme une grosse allumette. Non, l'agonie pure et simple, comme si son bras s'était trouvé pris dans la cheminée d'un volcan. Hurlant de douleur, il s'était mis à courir en tous sens au sommet du réservoir, renvoyé par le garde-fou comme une bille humaine sur un flipper démoniaque. Si le garde-fou n'avait pas été là, il aurait basculé dans le vide, serait tombé en tournoyant, comme une torche lancée au fond d'un puits. Un accident lui sauva la vie. Il trébucha et tomba sur son bras gauche, étouffant les flammes sous son corps. Puis il s'était assis, à moitié fou de douleur. Plus tard, il avait pensé que la chance, ou la volonté de l'homme noir, l'avait sauvé de la mort. Le jet de paraffine ne l'avait pas touché de plein fouet. Il pouvait remercier son protecteur, mais il ne le sut que beaucoup plus tard. Sur le moment, il ne put que hurler, en balançant d'avant en arrière son bras, dont les chairs craquaient, grésillaient, fumaient sous ses yeux. Confusément, alors que la lumière du jour commençait à baisser, il se souvint qu'il avait posé une douzaine de détonateurs. Il pouvait sauter à tout moment. Il serait mort volontiers pour échapper à cette atroce douleur, mais pas dans les flammes, pas à cette horrible mort. Sans trop savoir comment, il était descendu du réservoir, s'était éloigné en titubant entre les voitures abandonnées, son bras gauche carbonisé tendu devant lui. Quand il était arrivé dans un petit parc, au centre de la ville, le soleil se couchait. Il s'était assis sur l'herbe, entre deux terrains de basket, essayant de se souvenir ce qu'il fallait faire quand on se brûlait. Mettre du beurre, c'est ce qu'aurait dit la mère de Donald Merwin Elbert. Mais c'est quand on se brûlait avec de l'eau chaude, ou quand la poêle trop chaude vous éclaboussait de graisse de bacon. Il ne pouvait s'imaginer en train de mettre du beurre sur cette masse de chair craquelée et noircie, de l'épaule au coude. Il ne pouvait s'imaginer la toucher. Tu n'as qu'à te tuer, voilà, c'est tout simple. Il n'avait qu'à se tuer pour mettre fin à cette horreur, comme on tue un vieux chien. Puis ce fut l'énorme explosion du côté est de la ville, comme si l'univers s'était déchiré en deux. Une colonne de feu s'éleva dans l'indigo profond du crépuscule. Il avait dû fermer ses yeux pleins de larmes tant la lumière était vive. Et dans son horrible souffrance, le feu lui avait plu. Le feu l'avait ravi, comblé. Le feu était le meilleur des médicaments, encore meilleur que la morphine qu'il trouva le lendemain. En prison, il avait travaillé à l'infirmerie, en plus de la bibliothèque et du garage, et il savait parfaitement ce qu'était la morphine. Devant cette colonne de feu, il oublia ses souffrances. Le feu était bon, le feu était beau, le feu était ce qu'il lui fallait, ce qu'il lui faudrait toujours, merveille du feu. Quelques instants plus tard, un deuxième réservoir explosait, et même à 5 kilomètres de distance, il sentit le souffle chaud de la déflagration.
puis un autre réservoir, et encore un autre. Une courte pause et 6 explosions en succession rapide. La lumière était si forte qu'il ne pouvait plus regarder, mais les yeux remplis de flammes jaunes, grimaçant de bonheur, il ne pensait plus à son bras, il ne pensait plus au suicide. Il fallut plus de 2 heures pour que tous les réservoirs sautent. Quand ce fut fini, la nuit n'était pas noire, c'était une nuit fiévreuse, zébrée de flammes jaunes et oranges. Du côté est, tout l'horizon était en flammes, et il se souvint d'une bande dessinée qu'il avait vue quand il était enfant, une adaptation de La Guerre des mondes de Wells. Maintenant, des années plus tard, le petit garçon qui avait feuilleté l'album n'était plus là, mais la poubelle l'avait remplacé, et la poubelle possédait le terrible et merveilleux secret du rayon de la mort des Martiens. Il ne fallait pas rester dans ce parc. La température avait déjà monté de plus de 5 degrés. Il fallait qu'il parte à l'ouest, qu'il reste en avant du feu, comme il l'avait fait à Powhatan-ville, qu'il prenne de vitesse cet arc de destruction qui s'élargissait derrière lui. Mais il n'était pas en état de courir. Il s'endormit sur le gazon, et les lueurs de l'incendie jouèrent sur le visage d'un pauvre enfant épuisé et perdu. Dans son rêve, l'homme noir arrivait dans sa longue robe, le visage caché par son capuchon. Et pourtant, la poubelle croyait bien l'avoir déjà vu. Quand les voyous l'insultaient à Powhatan-ville, devant le bar, devant le bazar, cet homme était avec eux, pensif et silencieux. Lorsqu'il avait travaillé au lave-auto, savonné les phares, relevé les essuie-glaces, savonné le bas de la carrosserie, « Eh, monsieur, un lustrage avec ça ?» Le gant d'éponge enfilé sur la main droite, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi blanche qu'un poisson crevé, les ongles comme de l'ivoire poli, il croyait avoir vu le visage de cet homme, féroce, grimaçant un sourire dément derrière le rideau de gouttes d'eau qui recouvrait le pare-brise. Quand le shérif l'avait envoyé chez les cinglés, à terre haute, il était là aussi. Derrière lui, dans la salle où on donnait les électrochocs, ses doigts posés sur les boutons. « Je vais te frire la cervelle, mon gars, tiens-toi bien. Donald Merwin Elbert va devenir la poubelle, et un petit lustrage avec ça ?» L'homme était prêt à lui envoyer 1 millier de volts entre les 2 oreilles. Oh oui, il connaissait l'homme noir, ce visage qu'il ne parvenait jamais à voir tout à fait, ses yeux plus brûlants que les flammes, son sourire venu de plus loin que la tombe du monde. « Je ferai ce que vous voudrez, » avait-il dit dans son rêve. « Je vous donnerai ma vie. » L'homme noir levait les bras, et sa robe s'était transformée en un cerf-volant noir. Ils étaient debout tous les deux, très haut. À leurs pieds, l'Amérique était en flammes. « Je te ferai grand maître de mon artillerie. Tu es l'homme que je veux. » Puis il vit la racaille, une armée de 10 000 hommes et femmes qui avançaient vers l'est, traversaient le désert, franchissaient les montagnes. Une armée sauvage et cruelle dont l'heure était enfin venue. Ils déchargeaient des camions, des jeeps, des tanks. Chaque homme, chaque femme portait au cou une pierre noire, et au fond de certaines de ces pierres, il voyait un éclat rouge, la forme d'un œil ou peut-être d'une clé. Au milieu de leur caravane, perché sur un énorme camion-citerne, il se vit lui-même et sut que le camion était rempli de napalm. Et derrière lui suivaient des camions chargés de bombes, de mines, de plastique, lance-flammes, fusées éclairantes, missiles à tête chercheuse, grenades, mitrailleuses et bazookas. La danse de mort allait commencer. Déjà fumaient les cordes des violons et des guitares, déjà l'odeur du soufre et de la cordite embaumait l'air. L'homme noir leva les bras encore une fois, et quand il les laissa retomber, tout fut plongé dans le froid et le silence. Les incendies s'éteignirent, même les cendres étaient devenues froides, et un instant seulement, il n'y eut plus que Donald Merwin Elbert, seul à nouveau, petit, terrorisé, perdu. Un moment seulement, il crut n'être qu'un pion dans l'énorme jeu d'échecs de l'homme noir. Il crut avoir été trompé. Puis il découvrit que le visage de l'homme noir n'était plus totalement invisible. 2 charbons rouges sombres brûlaient dans les creux profonds qui auraient dû abriter ses yeux, illuminaient un nez aussi tranchant qu'une lame. « Je ferai ce que vous voudrez, » dit la poubelle dans son rêve. « Je vous donnerai ma vie, je vous donnerai mon âme. »« Tu seras un homme de feu, » dit gravement l'homme noir. « Viens dans ma ville et tu verras clair. »« Où ça ?» demanda la poubelle. « À l'ouest, » dit l'homme noir avant de disparaître. « À l'ouest, au-delà des montagnes. » C'est alors qu'il se réveilla. Il faisait encore nuit, il faisait encore jour, mais les flammes étaient plus proches, la chaleur était devenue suffocante. Les maisons explosaient partout autour de lui,
Les étoiles avaient disparu, ensevelies dans un épais manteau de fumée. Une fine pluie de suie avait commencé à tomber. Les 2 terrains de basket étaient à présent couverts d'une sorte de neige noire. Et maintenant qu'il avait un but, il se rendit compte qu'il pouvait marcher. Il partit en boitillant en direction de l'ouest. Il vit quelques rescapés, quitter eux aussi Gary, regarder derrière eux la ville en flammes. « Imbécile, pensa la poubelle, presque affectueusement. Vous allez brûler ? Le moment venu, vous allez brûler ?» Ils ne firent pas attention à lui. Pour eux, la poubelle n'était qu'un autre survivant. Ils disparurent dans la fumée, et un peu après l'aube, la poubelle franchit en clopinant la frontière de l'Illinois. Chicago était au nord, Joliet au sud-ouest, et derrière lui l'incendie se perdait dans la fumée qui masquait l'horizon. Ainsi s'était levé le jour, le 2 juillet. Il avait oublié son rêve de raser Chicago par le feu, son rêve de tous ces réservoirs, tous ces wagons de marchandises remplis de gaz liquide bien rangés sur les voies. Il avait oublié ces petites maisons de bois qui auraient brûlé comme une brassée de paille. Chicago ne l'intéressait plus. Plus tard dans la journée, il défonça la porte du cabinet d'un médecin et vola une boîte pleine de doses de morphine, toutes prêtes dans leurs seringues de plastique. La morphine apaisa un peu la douleur, mais elle eut un effet secondaire plus important sans doute. Qu'il ait encore mal ne l'intéressait plus. Cette nuit-là, il prit un énorme pot de vaseline dans une pharmacie et enduisit son bras brûlé d'une épaisse couche de gelée. Il avait très soif, il aurait voulu boire sans cesse. Des images fugitives de l'homme noir bourdonnaient dans sa tête comme des mouches à viande. Lorsqu'il s'effondra, à la tombée du jour, il savait déjà que la ville où l'homme noir l'appelait devait être Cibola, la cité promise. La nuit venue, l'homme noir revint le visiter en rêve et lui confirma avec un grand rire sardonique qu'il en était bien ainsi. Quand la poubelle se réveilla, quand s'effaça le souvenir de son rêve, il grelottait de froid. Feu ou glace, il n'y avait pas de milieu dans le désert. Il se leva en gémissant et rentra les épaules pour se protéger de la morsure du froid. Au-dessus de lui, des milliers d'étoiles scintillaient, si proches qu'il aurait pu les toucher, baignant le désert de leur froide clarté. Il revint à la route, grimaçant tant sa peau et ses os lui faisaient mal, mais qu'importaient ses souffrances désormais? Il s'arrêta un moment, regarda la ville qui rêvait dans la nuit, tout en bas. De petites étincelles de lumière jaillissaient çà et là, comme des feux de camp électriques. Puis il se remit en route. Quand l'aube commença à colorer le ciel, des heures plus tard, Cibola paraissait presque aussi lointaine que lorsqu'il l'avait vue pour la première fois en haut de la côte. Et comme un pauvre fou qu'il était, il avait bu toute sa réserve d'eau, oubliant que tout paraissait plus proche dans le désert. Il ne pourrait pas marcher longtemps après le lever du jour, il lui faudrait se coucher encore avant que le soleil commence à frapper avec toute sa force. 1 heure après l'aube, il trouva une Mercedes qui était sortie de la route, le côté droit enfoncé dans le sable jusqu'à la hauteur des portières. Il ouvrit la porte avant gauche et tira dehors 2 cadavres fripés, une vieille femme couverte de bijoux et un vieil homme aux cheveux d'un blanc immaculé. En marmonnant des mots sans suite, la poubelle prit les clés de contact, fit le tour de la voiture et ouvrit le coffre. Les valises n'étaient pas fermées à clé. Il sortit des vêtements, les étala sur le bord du toit de la Mercedes pour qu'ils retombent sur les fenêtres, puis les cala avec des pierres. Il avait maintenant sa grotte, obscure et fraîche. Il se glissa à l'intérieur de la voiture et s'endormit. Vers l'ouest, des kilomètres et des kilomètres plus loin, Las Vegas resplendissait sous le soleil d'été. Il ne savait pas conduire, on ne lui avait pas appris en prison, mais il savait faire du vélo. Le 4 juillet, jour où Larry Underwood découvrit que Rita Blackmore était morte dans son sommeil, des suites d'une overdose, la poubelle trouva une bicyclette 10 vitesses et se mit en route. Au début, sa progression fut lente, car son bras gauche ne lui servait pas à grand-chose. Ce premier jour, il tomba 2 fois, l'une d'elles en plein sur sa brûlure, qui lui fit atrocement mal. La plaie suppurait abondamment sous l'épaisse couche de vaseline, l'odeur était horrible. De temps en temps, il pensait à la gangrène, mais jamais bien longtemps. Il décida donc de mélanger la vaseline avec une pommade antiseptique. Si cette pâte liquide, laiteuse et visqueuse, qui ressemblait à du sperme, ne le soulageait pas, du moins, elle ne lui ferait certainement pas de mal. Peu à peu, il apprit à rouler pratiquement d'une seule main. Le pays était plus plat, et la plupart du temps, la bicyclette filait bon train sans trop zigzaguer.
Il avançait donc à bonne allure, malgré sa brûlure et la morphine qui lui vidait la tête. Il buvait des litres et des litres d'eau, mangeait prodigieusement. Il réfléchissait aux paroles de l'homme noir. « Tu seras le grand maître de mon artillerie, tu es l'homme que je veux. » Douces paroles. Quelqu'un avait-il jamais voulu de lui auparavant? Et les mots défilaient sans cesse dans sa tête, tandis qu'il pédalait sous le soleil de plomb. Il se mit à chanter un petit air, « Down to the night club ». Les paroles, « Cibola tam tam boum », ne lui vinrent que plus tard. Il n'était pas alors aussi fou qu'il allait le devenir, mais il faisait des progrès. Le 8 juillet, jour où Nick Andros et Tom Cullen virent des bisons en train de brouter, dans le Kansas, la poubelle traversait le Mississippi. Il était maintenant en Iowa. Le 14, jour où Larry Underwood se réveilla près de la Grande Maison Blanche, dans l'est du New Hampshire, la poubelle traversa le Missouri, au nord de Council Bluffs, et entra dans le Nebraska. Il avait partiellement retrouvé l'usage de sa main gauche, et les muscles de ses jambes s'étaient endurcis. Il poursuivait sa route sans relâche, car le temps pressait. Ce fut sur la rive ouest du Missouri que la poubelle sentit pour la première fois que Dieu lui-même pouvait s'interposer entre la poubelle et sa destinée. Quelque chose n'allait pas dans le Nebraska, quelque chose n'allait pas du tout, quelque chose qui lui faisait peur. Le paysage était à peu près le même que celui de l'Iowa, mais ce n'était pourtant pas la même chose. L'homme noir l'avait visité en rêve toutes les nuits précédentes, mais dès que la poubelle avait franchi la frontière du Nebraska, il n'était plus venu. Au lieu de lui, il s'était mis à rêver d'une vieille femme. Dans ses rêves, il était à plat ventre dans un champ de maïs, presque paralysé par la peur et la haine. C'était le matin, un beau matin. Il entendait des corneilles croasser, et devant lui s'étendait un écran de feuilles de maïs, larges et tranchantes comme des épées. Malgré lui, il écartait les feuilles d'une main tremblante pour regarder à travers. Il voyait une vieille maison au milieu d'une clairière. La maison était posée sur des parpaings, ou peut-être des vérins. Un pneu se balançait sous un pommier au bout d'une corde. Et assise sur la véranda, une vieille noire jouait de la guitare et chantait un vieux spiritual d'autrefois. Le cantique variait d'un rêve à l'autre, mais la poubelle les savait presque tous, car il avait autrefois connu une femme, la mère d'un garçon qui s'appelait Donald Elbert, une femme qui chantait ces mêmes cantiques en faisant le ménage. Ce rêve était un cauchemar, mais pas simplement parce que quelque chose d'horrible se produisait vers la fin. Au début, on aurait cru qu'il n'y avait rien d'effrayant dans tout ce rêve. Le maïs, le ciel bleu, la vieille femme, le pneu qui se balançait sous l'arbre, que pouvait-il y avoir de terrifiant là-dedans? Les vieilles femmes ne lancent pas de pierres, elles ne vous insultent pas, surtout pas les vieilles dames qui chantent des spirituals. C'étaient les Carly Yates du monde qui lançaient des pierres. Mais bien avant que le rêve ne finisse, il se trouvait paralysé par la terreur, comme si ce n'était pas du tout une vieille femme qui l'épiait à travers les feuilles de maïs, mais un secret, une lumière à peine cachée, prête à tout illuminer autour d'elle, à tout illuminer avec une telle force que les flammes des réservoirs de Gary ne seraient plus que celles de petites bougies agitées par le vent. Une lumière si vive qu'elle réduirait ses yeux en cendres. Et pendant cette partie de son rêve, il ne pensait qu'à une seule chose. « Je vous en prie, écartez-la de moi. Je ne veux rien savoir de cette vieille peau. Je vous en prie, faites-moi sortir du Nebraska. » Puis le cantique qu'elle chantait s'arrêtait sur une note discordante, métallique. Elle regardait droit vers l'endroit d'où il l'observait, caché derrière l'épais treillis de feuilles. Son visage était vieux, sillonné de rides, ses cheveux si clairsemés qu'on voyait son crâne brun, mais ses yeux brillaient comme des diamants, remplis de cette lumière qui le terrorisait. D'une voix fêlée mais forte, elle criait alors « Des belettes dans le maïs !» Et il sentait le changement se produire. Il se regardait et il voyait qu'il était devenu une belette, une petite chose au pelage soyeux, brunâtre, presque noir. Son nez s'allongeait en un museau pointu, et ses yeux fondaient pour n'être plus que deux petites perles noires, ses doigts se transformant en griffes. Il était devenu belette, chose nocturne qui s'attaque lâchement aux petits et aux faibles. Il hurlait, et son hurlement finissait par l'éveiller, trempé de sueur, les yeux sortis de leurs orbites. Ses mains couraient sur son corps pour s'assurer que ses organes d'humain étaient encore bien là. À la fin de cette fouille panique, il se prenait la tête pour voir si elle était toujours une tête humaine, et non cette chose longue, fine et poilue, en forme de balle de fusil.
Au Nebraska, poussé par la terreur qui lui donnait des ailes, il franchit près de 600 kilomètres en 3 jours. Il entra au Colorado, près de Julesburg, et le cauchemar commença à s'estomper comme une vieille photo dont les teintes sépia fanent à la lumière. Mère Abigail se réveilla dans la nuit du 15 juillet, peu après le passage de la poubelle au nord de Hemingford Home, envahie par un grand frisson de terreur et de pitié. Pitié pour celui ou cette chose qu'elle ne connaissait pas. Elle crut avoir rêvé de son petit-fils Anders, tué idiotement dans un accident de chasse à l'âge de 6 ans. Le 18 juillet, au sud-ouest de Sterling, dans le Colorado, encore à quelques kilomètres de Bruch, il avait rencontré le Kid. La poubelle se réveilla au crépuscule. Malgré les vêtements qu'il avait installés par-dessus les fenêtres, il faisait chaud dans la Mercedes. Sa gorge était râpeuse comme du papier de verre, ses tempes tambourinaient. Il sortit la langue, et quand il la toucha du bout du doigt, il eut l'impression d'une branche morte. Il s'assit, voulut poser la main sur le volant, mais la retira aussitôt en poussant un petit cri de douleur. Il dut enrouler le bout de sa chemise autour de la poignée de la porte pour l'ouvrir. Il pensait poser le pied par terre et sortir, tout simplement, mais il avait surestimé ses forces et sous-estimé à quel point la déshydratation avait progressé au cours de cette soirée du mois d'août. Ses jambes cédèrent sous lui et il tomba sur la route, brûlante elle aussi. Gémissant, il rampa pour se mettre à l'ombre de la Mercedes comme une couleuvre blessée. Il resta là, assis, haletant, la tête sur les genoux, les bras ballants, contemplant morbidement les 2 corps qu'il avait sortis de la voiture. Elle, avec ses bracelets sur ses poignets rabougris, lui avec sa perruque blanche qui flottait au-dessus de son visage momifié de vieux singe. Il fallait qu'il arrive à Cibola avant le lever du soleil, sinon il allait mourir. À quelques kilomètres du but, l'homme noir ne pouvait être aussi cruel, non. « Je vous donne ma vie » murmura la poubelle. Et lorsque le soleil s'enfonça derrière la crête des montagnes, il se remit debout et commença à marcher vers les tours, les minarets et les avenues de Cibola, où des étincelles de lumière éclataient à nouveau. Quand monta la fraîcheur de la nuit du désert, il retrouva un peu de force. Ses baskets, nouées avec des bouts de ficelle, claquaient sur le bitume de la 15. Il avançait pesamment, la tête penchée comme une fleur fanée de tournesol, et il ne vit pas le grand panneau vert qui indiquait Las Vegas 45. Il pensait au Kid. Le Kid aurait dû être avec lui maintenant. Ils auraient dû foncer tous les deux vers Cibola, les 2 tuyaux d'échappement de la décapotable du Kid grondant dans la solitude du désert. Mais le Kid s'était montré indigne et la poubelle était repartie seule dans les grandes solitudes. Son pied se leva et retomba sur la chaussée. « Cibola » croassa-t-il. « Tim tam boum » Vers minuit, il s'écrasa au bord de la route et s'endormit d'un sommeil agité. La cité n'était plus très loin. Il allait y arriver. Il était sûr d'y arriver. Il avait entendu le Kid, longtemps avant de le voir, le ronflement grave de 2 échappements libres qui grondaient vers lui en provenance de l'Est, déchirant le silence. Le son montait sur la 34, du côté de Yuma, dans le Colorado. Sa première impulsion avait été de se cacher, comme il s'était caché des autres survivants qu'il avait rencontrés. Mais cette fois, quelque chose le fit rester là où il était, à califourchon sur sa bicyclette, regardant avec un peu de crainte ceux qui venaient derrière lui. Le grondement se fit plus fort encore, puis un pare-choc chromé renvoya un éclat de soleil et de feu. Quelque chose d'orange vif, couleur de feu. Le conducteur le vit. Il rétrograda dans une salve de détonation. Les pneus Goodyear laissèrent sur l'asphalte de longues bandes noirâtres, puis la voiture s'arrêta à côté de lui, non pas au ralenti, mais haletante, comme un animal féroce, peut-être dompté, peut-être pas, et le conducteur descendit. Mais au début, la poubelle n'eut Dieu que pour la voiture. Il connaissait les bagnoles, il les aimait, même s'il n'avait jamais eu son permis. Et celle-ci était splendide, une bagnole fignolée pendant des années, modifiée, gonflée, transformée au prix de milliers et de milliers de dollars, une bagnole d'exposition, une œuvre d'amour. C'était un coupé Ford 1932, mais son propriétaire ne s'était pas arrêté aux enjolivements habituels, il s'était surpassé, faisant de son véhicule une parodie de la voiture américaine, un véhicule de science-fiction, brillant de 1000 feux, peinture or métallisée, flammes sanglantes peintes sur le capot, d'où sortaient les tuyaux d'échappement chromés.
Il courait le long des flancs de la voiture, reflétant férocement les rayons du soleil. Le pare-brise s'arrondissait comme une grosse bulle. Les pneus arrière étaient de monstrueux Goodyear pour lesquels il avait fallu élargir et surhausser considérablement les ailes. Sortant du capot comme un étrange radiateur, un turbocompresseur. Et sur le toit, noir mat, mais saupoudré de mouchetures rouges comme des braises, un aileron de requin en acier. Sur les flancs de la voiture, 2 mots dont les lettres penchées en avant semblaient filer comme le vent. The Kid. « Dis donc, t'es sacrément grand et sacrément moche, dit le conducteur d'une voix traînante. Et la poubelle, oubliant un instant les flammes peintes sur cette bombe roulante, regarda l'homme qui parlait. Il mesurait à peine 1,60 m, mais ses cheveux pommadés et brillantinés en une énorme houppe lui donnaient bien 17 centimètres de plus. Aux pieds, il portait des bottes à bout pointu et hauts talons qui rajoutaient encore 7 bons centimètres, portant le total apparent de sa taille à un respectable 1,74 m ou 75. Son jean délavé était si serré qu'on pouvait lire la date gravée sur les pièces de monnaie qu'il avait dans ses poches. Il modelait ses 2 fesses en une sorte de sculpture bleue et faisait ressortir sa braguette comme s'il y avait fourré un sac plein de balles de golf. Le petit homme portait une chemise western de soie rouge, décorée de bandes jaunes et de boutons imitation saphir. Les boutons de manchette ressemblaient à de l'os poli, et la poubelle apprit plus tard que c'était précisément de cela qu'il s'agissait. Le Kid en avait 2 paires, la première faite de molaires humaines, l'autre des incisives d'un Doberman. Et par-dessus cette merveille de chemise, malgré la chaleur écrasante, il portait un blouson de cuir noir, sillonné d'innombrables fermetures éclairs, avec un grand aigle dans le dos. Le cuir faisait ressortir la blancheur des dents des glissières qui brillaient comme des diamants. Des épaulettes et de la ceinture du blouson pendaient 3 pattes de lapin. L'une était blanche, l'autre brune, la troisième verte, comme une cravate d'Irlandais. Ce blouson, merveille encore plus étonnante que la chemise, suait une huile riche par tous ses pores. Au-dessus de l'aigle, brodé à la soie blanche, 2 mots, The Kid. Le visage qui regardait maintenant la poubelle, entre le toupet de cheveux gras de brillantine et le col retourné du blouson gras de son huile, était pâle et chétif, un visage de poupée, des lèvres qui faisaient la moue, lourdes mais impeccablement sculptées, des yeux gris sans vie, un large front sans une marque ni une ride, des joues étrangement rebondies. On aurait dit Baby Elvis. 2 ceintures de cow-boy se croisaient sur son ventre plat, et dans l'étui de chacune, un gigantesque 45 montrait le bout de son nez. « Alors, mec, qu'est-ce que tu racontes » grommela le Kid de sa voix traînante. Et la poubelle ne trouva qu'une seule chose à lui répondre. « J'aime ta bagnole !» Il avait visé juste. 5 minutes plus tard, la poubelle était assise à côté du conducteur, et le coupé accélérait à la vitesse de croisière du Kid, c'est-à-dire qu'elle tapa bientôt le 150. La bicyclette sur laquelle la poubelle pédalait depuis l'est de l'Illinois n'était plus qu'un petit point à l'horizon. Timidement, la poubelle crut bon de dire qu'à cette vitesse, le Kid risquait de ne pas voir à temps les obstacles s'ils en rencontraient. Ils en avaient d'ailleurs déjà rencontré plusieurs. Le Kid s'était contenté de louvoyer pour éviter les épaves dans un grand hurlement de ses Goodyear. « Mon vieux, répondit le Kid, j'ai des réflexes, j'ai ça dans le sang. 3/50 de seconde. T'as compris ou faut que je te fasse un dessin ?»« Non, j'ai compris, répondit mollement la poubelle. Il se sentait comme un homme qui vient de réveiller un nid de vipère avec son bâton. « Moi je t'aime bien, dit le Kid, de son étrange voix endormie. Ses yeux de poupée fixaient la route tremblante de chaleur par-dessus l'orange fluorescent du volant. De gros dés, avec des têtes de mort en guise de poing, pendouillaient du rétroviseur. « Prends-toi une bière, si tu veux, c'est derrière. » C'était de la Corse, mais elle était tiède et la poubelle détestait la bière. Il en but une très vite et dit qu'elle était vraiment excellente. « Mec, comme bière, y a que la Corse. Moi, je pisserais de la Corse, si je pouvais. T'as compris ou faut que je te fasse un dessin ?» La poubelle répondit qu'il avait parfaitement compris. Inutile de faire un dessin. « On m'appelle le Kid à Shreveport, en Louisiane. Tu connais ? Ma bagnole a gagné tous les prix dans le sud. T'as compris ou faut que je te fasse un dessin ?» La poubelle répondit qu'il avait compris, ce qui lui valut une autre bière tiède. Dans les circonstances, sans doute valait-il mieux ne pas refuser. « Et comment qu'on t'appelle, mec ?»« La poubelle. »« La quoi ?» Pendant un terrible moment, les yeux morts de la poupée restèrent fixés sur le visage de la poubelle.
Tu veux rigoler, non? Personne ne rigole avec le kid. T'as compris? Ou tu veux que je te fasse un dessin? Oh non, j'ai compris, s'empressa de répondre la poubelle. Mais c'est comme ça qu'on m'appelle, parce que je foutais le feu dans les poubelles et les boîtes à lettres des gens. J'ai brûlé le chèque de pension de la vieille Sample. On m'a envoyé en maison de correction. Et j'ai aussi brûlé l'église méthodiste de Powtonville, dans l'Indiana. T'as fait ça? Demanda le kid. Eh ben, enchanté, mon gars. T'as l'air complètement dingue, et plus dingue que ça, tu meurs même. Pas de problème. J'aime les dingues. Je suis dingue, moi aussi, complètement siphonné. La poubelle, ouais, j'aime bien. On va faire une belle paire d'enfoirés. Le kid et la poubelle. Allez, on serre la main, la poubelle. Le kid tendit la main, et la poubelle la serra aussi vite qu'il put pour que le kid puisse la reposer sur le volant. Ils sortirent à fond de train d'un virage pour se retrouver devant un énorme semi-remorque qui occupait presque toute la largeur de la route. La poubelle se cachait les yeux, prêt à faire une transition immédiate au plan astral, mais le kid ne broncha pas. Le coupé frétilla le long du côté gauche de la route comme une demoiselle sur l'eau d'une mare, et ils évitèrent de l'épaisseur d'une couche de peinture la cabine du camion. « Oh, c'était pas loin !» dit la poubelle, quand il eut l'impression de pouvoir parler sans que sa voix tremble trop. « Bof !» répondit froidement le kid, qui cligna ensuite l'un de ses yeux de poupée. « Tais-toi, c'est moi qui cause. Te la trouves bonne, cette bière? Pas dégueu, hein? Ça fait du bien après un petit tour en bécane, non ?»« Oh oui, » répondit la poubelle, qui avala une autre gorgée de bière tiède. Il était fou, mais pas suffisamment pour contredire le kid quand il était au volant, quand même pas. « Bon, pas la peine de tourner autour du pot, comme les mouches autour d'un tas de merde, » reprit le kid, en tendant la main derrière lui pour se prendre une bière. « On va sûrement au même endroit ?»« Je crois que oui, » répondit prudemment la poubelle. « On va bien rigoler, on s'en va à l'ouest. T'as compris? Oh, faut que je te fasse un dessin. »« Non, non, j'ai compris. »« T'as sûrement rêvé au croque-mort déguisé en aviateur, non ?»« Vous voulez parler du prêtre ?»« Oh, quand je dis quelque chose, c'est ça que je dis, » rétorqua sèchement le kid. « Faut pas me courir sur les roustons, t'as bien compris? Une combinaison d'aviateur noir. Et le type, il a des lunettes sur les yeux. De grosses lunettes, tellement grosses qu'on ne voit pas sa foutue gueule. Drôle de bouffeur de cul, celui-là, hein ?»« Oui, » dit la poubelle, en sirotant sa bière tiède. Il sentait que sa tête commençait à tourner. Le kid se pencha sur son volant orange pour imiter un pilote de chasse en plein combat aérien. Et le coupé valsa d'un côté à l'autre de la route, tandis que le pilote se mettait à faire dans sa tête looping, chandelle et tonneau. Prends ça, saloperie de choucroute! Commandant, salopard à 12 heures! Franque-leur tous des pruneaux dans la casserole, foutu con! Ta. On les a eus! Youpi! Accrochez-vous, les gars! Youpi! Pas un instant, son visage ne s'était animé pendant son petit spectacle, pas une seule mèche brillantinée n'avait bougé pendant qu'il balançait la voiture d'un côté à l'autre de la route. La poubelle entendait son cœur tambouriner dans sa poitrine. Une légère couche de sueur huilait tout son corps. Il avala sa bière, il avait envie de faire pipi. « Mais il me fait peur, hein, » dit le kid, comme s'il n'avait jamais perdu le fil de la conversation. « Mais bordel, non, c'est un foutu salopard, mais le kid en a vu d'autres. Je vais leur fermer leur grande gueule, c'est le patron qui commande. T'as compris, ou faut que je te fasse un dessin ?»« J'ai compris, » dit la poubelle. « Et toi, tu fais ce que dit le patron ?»« Naturellement, » répondit la poubelle, qui n'avait pas la moindre idée de qui pouvait bien être le patron. « Oh, tant mieux pour tes fesses. Mais écoute, tu sais ce que je vais faire ?»« Aller à l'ouest ?» se risqua la poubelle, sans trop s'aventurer. Le kid lui lança un regard impatient. « Après, je veux dire après, est-ce que tu sais ce que je vais faire après ?»« Non, quoi ?»« Je vais me tenir à carreau un petit bout de temps, voir comment ça se passe. Tu comprends ça ou faut que je te fasse un dessin ?»« Non, non, je comprends. »« Hein, tant mieux pour tes fesses, et ouvre bien tes mirettes, tu vas voir alors. » Le kid se tut tout à coup, couché sur son volant orange. « Alors quoi ?» demanda la poubelle, d'une voix hésitante. « Je vais le bousiller, l'envoyer bouffer les pâquerettes.
T'as compris ou faut que je te fasse un dessin? Oh, j'ai compris. Et c'est moi qui vais m'occuper de la boutique. Je le bousille et c'est moi le patron. Tu me colles au train, la poubelle, et tu vas voir qu'on va pas s'emmerder. Fini de bouffer de la merde, on va s'en foutre plein la bedaine. Le coupé fonçait à toute allure, crachant le feu de toutes les flammes peintes sur son capot. Et la poubelle était assis au fond de son siège, une canette de bière tiède entre les cuisses, l'esprit troublé. Le 5 août, il faisait presque jour lorsque la poubelle entra à Cibola, mieux connu sous le nom de Las Vegas. Quelque part, au cours des 10 derniers kilomètres, il avait perdu sa basket gauche, et maintenant, tandis qu'il descendait la rampe de l'autoroute, le bruit de ses pas faisait plutôt slap-flick, 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 comme le flap d'un pneu crevé. Épuisé, il eut quand même la force de s'émerveiller en découvrant l'immense avenue, The Strip, encombrée de voitures immobiles et d'un assez grand nombre de cadavres, tout aussi immobiles, la plupart copieusement picorés par les vautours. Il était arrivé, il était là, à Cibola, il avait passé l'épreuve. Des centaines et des centaines de boîtes de nuit, des enseignes qui disaient « mariage en 60 secondes, valable toute la vie ». Il vit une Rolls-Royce Silver Ghost dont le capot avait défoncé la vitrine d'une librairie porno. Il vit une femme nue pendue la tête en bas à un lampadaire. Il vit 2 pages du Sun de Las Vegas chassées par le vent et un gros titre « L'épidémie progresse, Washington ne dit rien ». Il vit un énorme panneau publicitaire « Neil Diamond, America Hotel, du 15 juin au 30 août ». Quelqu'un avait gribouillé « Meurs pour tes péchés, Las Vegas » sur la vitrine d'une bijouterie qui semblait ne rien vendre d'autre que des bagues de fiançailles et de mariage. Il vit un piano à queue renversé en plein milieu de la rue comme un gros cheval de bois. Ses yeux se remplirent de ces merveilles. Et plus loin, il vit d'autres enseignes, leur néon mort cet été pour la première fois depuis des années. Le Flamingo, The Mint, Dunes, Sahara, Glass Slipper, Impérial, tous les grands casinos. Mais où étaient les gens? Où était l'eau? Sans trop savoir ce qu'il faisait, laissant ses pieds le porter à leur guise, la poubelle prit une rue transversale. Sa tête tomba en avant, son menton se colla sur sa poitrine, il dormait debout. Et quand ses pieds trébuchèrent sur le trottoir, quand il tomba en avant et se cogna le nez par terre, quand il leva les yeux et qu'il vit ce qui était là, c'est à peine s'il put y croire. Il ne sentait pas le sang couler de son nez sur sa chemise bleue déchirée, comme s'il dormait encore, comme s'il vivait un rêve. Un grand bâtiment blanc se dressait dans le ciel du désert, monolithe des sables, aiguille de pierre, aussi beau dans sa monumentale splendeur que le Sphinx ou la Grande Pyramide. Les fenêtres de la façade est renvoyaient le feu du soleil levant comme un présage, et devant l'entrée monumentale de cet édifice du désert, blanc comme un os, 2 énormes pyramides dorées surmontées d'une marquise. Au-dessus de la marquise, un grand médaillon de bronze où la tête d'un lion rugissant était sculptée en bas-relief. Au-dessus, toujours gravé dans le bronze, cette légende toute simple mais remplie de majesté, MGM Grand Hôtel. Mais ses yeux étaient fixés sur cette chose au centre de la pelouse rectangulaire, entre le terrain de stationnement et l'entrée. La poubelle regardait, secouée d'un tremblement orgasmique si violent qu'un moment il ne put que se soulever sur ses mains ensanglantées, entre lesquelles se déroulait la bande effilochée et sale, pour contempler la fontaine de ses yeux bleus délavés, des yeux que l'éclat du soleil avait déjà rendus presque aveugles. Un gémissement s'échappa de sa bouche. La fontaine fonctionnait. Splendide construction de pierre et d'ivoire incrustée d'or. Des lumières de couleur jouaient dans le jet d'eau qui devenait pourpre, jaune-orange, puis rouge, puis vert. L'eau retombait dans le bassin dans un tonnerre de gouttelettes. « Cibola !» murmura-t-il en essayant de se remettre debout. Son nez saignait encore. Il s'avança en chancelant vers la fontaine, puis se mit à trottiner, puis à courir, puis à foncer comme un fou. Ses genoux couverts de croûte s'élevaient comme des pistons presque à la hauteur de son thorax. Un mot s'envolait de sa bouche, un mot long comme un serpentin qui monta jusqu'au ciel, et très haut, les gens se mirent aux fenêtres. Mais qui les voyait? Dieu peut-être, ou le démon, mais certainement pas la poubelle. Un mot de plus en plus fort, de plus en plus strident, de plus en plus long à mesure qu'il approchait de la fontaine, et ce mot était « Cibola !»
Le A s'étira à n'en plus finir, sont de tous les plaisirs jamais connus par ceux qui ont vécu sur cette terre, et il ne s'arrêta que lorsque la poubelle se frappa la lèvre contre le bord de la fontaine, se hissa par-dessus, plongea dans l'eau accueillante, incroyablement fraîche. Il sentait les pores de son corps s'ouvrir comme un million de bouches, s'imbiber d'eau comme une éponge. Il hurla, baissa la tête, éternua dans l'eau, cracha, éternua et toussa, projetant une grosse flaque de sang, d'eau et de morve sur le rebord de la fontaine. Il baissa la tête à nouveau et but comme une vache. Cibola, Cibola criait la poubelle, transportée de bonheur. Je te donne ma vie. Comme un petit chien, il pataugea autour de la fontaine, but encore, puis enjamba le bord et se laissa tomber sur le gazon comme une masse. Toute sa peine, toutes ses souffrances étaient récompensées. Une crampe lui tenailla soudain l'estomac, et il vomit avec un grognement de tête. Comme c'était bon de vomir. Il se releva, s'appuya avec sa griffe au rebord de la fontaine, et but encore. Cette fois, son ventre accepta le don de l'eau avec reconnaissance. Plein comme une outre, il s'avança en titubant vers les marches d'albâtre qui menaient aux portes de ce fabuleux palais, les marches qui s'élevaient entre les pyramides dorées. À mi-chemin, une crampe le força à se plier en deux. La douleur passa, et il reprit joyeusement son escalade. Il lui fallut tout ce qui lui restait de force pour pousser la porte, une de ces portes qui tournent dans un tambour. Et il entra dans un hall couvert d'une épaisse moquette qui lui parut s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres. Une moquette luxuriante, couleur framboise, dans laquelle ses pieds s'enfonçaient. Réception, courrier, concierge, caisse, disaient les pancartes. Personne. À sa droite, derrière une rampe en fer forgé, le casino. La poubelle regarda émerveillée les rangs des machines à sous comme des soldats à la revue, et plus loin, les tables de roulette et de baccarat. « Y a quelqu'un » croissa la poubelle. Personne ne lui répondit, et il eut peur, car c'était un lieu habité par des fantômes, un lieu où des monstres l'épiaient sans doute, mais sa fatigue l'emporta bientôt sur sa peur. Il descendit un escalier, faillit tomber, entra dans le casino et passa devant le bar où Lloyd était tapi dans l'ombre. Un Lloyd qui l'observait, silencieux comme une tombe, un verre d'eau minérale à la main. La poubelle arriva devant une table recouverte de feutre vert. Il grimpa sur la table, s'allongea dessus et s'endormit aussitôt. Peu après, une demi-douzaine d'hommes entouraient le gueux qui était devenu la poubelle. « Qu'est-ce qu'on fait de lui » demanda Ken de Motte. « On le laisse dormir, » répondit Lloyd. « Flag le veut. »« Ah bon ? Et où qu'il est, ton Flag » demanda un autre. Lloyd se retourna vers l'homme qui y avait parlé, un chauve qui le dépassait d'une bonne tête. Mais le chauve fit un pas en arrière quand il vit son regard. La pierre qui pendait au cou de Lloyd était la seule qui ne soit pas noire de jais. En son centre brillait un petit éclat rouge, inquiétant. « T'es pressé de le voir, Eck » demanda Lloyd. « Non, » répondit le chauve. « Mais, Lloyd, tu sais bien que j'ai pas... » « Mais oui, » dit Lloyd, en regardant l'homme allongé sur la table. « Flag sera bientôt là. Il attendait ce type. C'est un type pas comme les autres. » Sur la table, abruti de fatigue, la poubelle dormait.